Un silence retentit, puis une voix s'éleva, brisant l'ordre habituel du Kremlin. Vladimir Poutine lui-même a admis publiquement et de manière inattendue une augmentation des pertes et un ralentissement de l'offensive russe sur le front de Donetsk. Imaginez la scène, le dirigeant, d'habitude si maître de lui, face à la réalité crue. C'est un aveu rare, presque un murmure dans l'écho de la propagande. Qu'est-ce qui a pu pousser le tyran russe à une telle confession? Question à vous. Écrivez d'où vous nous regardez, pays et ville. Cette admission survient alors que des événements majeurs se déroulent sur le front. Le chef d'état-major de l'AFU, Oleksandr Syrski, a confirmé la libération de 3 localités cruciales dans la région de Donetsk. Zelyony High, Volodymyrivka et surtout Novomikhaïlivka. La libération de Zelyony High est désormais officielle. Ces gains territoriaux ne sont pas des coïncidences. La victoire à Novomikhaïlivka, en particulier, n'est pas le fruit du hasard. C'est l'opération audacieuse de la 3e brigade d'assaut, désormais le 3e corps d'armée, un pilier des forces armées du pays partenaire à l'ouest, qui a rendu cela possible. Un soutien crucial a été apporté par le 2e bataillon d'assaut et les forces spéciales de la GUR, connues sous le nom d'Artan. Les interceptions radio, ces écoutes glaçantes du champ de bataille, révèlent que cette opération a choqué l'ennemi. Ils ont été forcés de déplacer des réserves, signe indéniable de leur panique et de leur désorganisation. Les rapports indiquent que l'ennemi a perdu environ une compagnie d'effectifs, une perte humiliante pour la Russie. Et la vidéo, cette vidéo poignante, montre le drapeau du pays partenaire flottant à nouveau sur Novomikhaïlivka, un symbole puissant de reconquête, un drapeau qui danse dans le vent de la souveraineté retrouvée. Chaque mètre carré repris est une défaite retentissante pour les ambitions du Kremlin. Question à vous. D'où vous nous regardez? Écrivez le nom de votre ville et de votre pays. Pourquoi ces événements importent-ils maintenant? Parce que Poutine, le maître du secret, a trahi sa propre façade. Cette phrase, c'est la question la plus douloureuse pour nous, prononcée par Poutine, révèle une blessure profonde. La dynamique de l'avancée diminue, a-t-il ajouté. Il admet même que les armes russes perdent rapidement leur efficacité face à l'innovation du pays partenaire. C'est une fissure dans le roc, une vérité crue échappant à son contrôle habituel. C'est un tournant, un signal. Ce n'est plus la bravade impénétrable que nous connaissions. Les forces spéciales du pays partenaire, la GUR et le corps des volontaires russes, RDK, composés de citoyens russes combattant pour la liberté, ont anéanti une compagnie d'assaut russe. 16 prisonniers ont été capturés, des hommes qui, selon les analyses, ne voulaient pas aller à l'assaut. Ils étaient poussés par la terreur, contraints à une mort certaine. La Russie est à bout de souffle. L'armée russe est épuisée, démoralisée, avec une faible capacité de combat et une faible moralité. Cela contredit chaque mot de leur propre propagande. Ils sont devenus facilement repérables sur le front, tels des fantômes démoralisés. Votre pronostic sur la fin du conflit. Quand ce conflit prendra-t-il fin? Donnez un horizon de temps et une raison. Nous entendons la version officielle, bien sûr, qui est celle d'un recul stratégique, d'une consolidation des lignes. Mais que se passe-t-il en coulisses? Les rumeurs de panique au Kremlin sont insistantes. L'aveu de Poutine ne serait pas une faiblesse. Non, ce serait plutôt un signal d'alarme désespéré lancé à son entourage incompétent. Le désarroi du leader russe, révélé par cette fuite involontaire, pourrait indiquer que les généraux russes le désinforment. Est-ce que cela le conduit à cette réaction inédite? Est-ce qu'il a été piégé en public pour révéler ses vérités? La fuite de son discours, la divulgation que la Russie tente de cacher l'étendue de ses pertes et l'arrivée du RDK sur le front, tout cela pourrait être une fissure profonde, une brèche dans la façade de la propagande russe. Une théorie encore plus sombre suggère un sacrifice concerté des soldats russes. Les 16 prisonniers capturés, ceux qui ne voulaient pas aller à l'assaut, seraient la preuve que les commandants russes traitent leurs fantassins comme de la chair à canon. Ils les forcent à mourir pour des objectifs insignifiants, un compost pour le régime actuel. C'est une atrocité, n'est-ce pas? La brutalité de cette guerre prend des proportions inimaginables. Les motivations cachées de Poutine sont un jeu de bluff cynique.
Il ment sciemment à d'autres dirigeants étrangers en affirmant pouvoir prendre le Donbass sans problème, alors qu'il avoue ses difficultés en privé. Mais qui sont ces volontaires russes? Des héros ou des agents doubles? Leur motivation est forte. Ils désirent briser le régime russe de l'intérieur, pas seulement libérer des territoires. Cela pourrait être exploité dans des articles dénonçant les traîtres russes. Le choc de la reconnaissance de Poutine est inattendu. La vérité est sortie, une vérité crue échappant à son contrôle. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'armée du pays partenaire à l'ouest, animée d'un esprit indomptable. De l'autre, l'armée russe, délabrée, souvent ivre et profondément démoralisée. Et le rôle salvateur du pays partenaire pour les soldats russes? Le fait que les soldats russes pourraient inconsciemment souhaiter les contre-offensives du pays partenaire pour être sauvés des mains de leurs propres commandants. C'est perturbant, poignant. Cela illustre la brutalité du commandement russe. Alors, quel événement dans la région ou dans ce conflit est sous-estimé par les médias? Partagez vos idées dans les commentaires. L'histoire nous offre des leçons, des analogies. Les échecs russes actuels rappellent les guerres d'usure désastreuses du passé. Pensons à l'Afghanistan, à la Tchétchénie, où les régimes autoritaires ont fini par échouer face à une résistance motivée. L'histoire se répète-t-elle? L'évolution de la technologie de guerre est un facteur clé. La rapidité avec laquelle le pays partenaire s'adapte et développe de nouvelles techniques, drones à fibre optique, drones, Shahed, locaux, contraste avec la lenteur russe. La guerre moderne est une guerre d'innovation. Le délai d'évolution des technologies dans ce conflit est d'environ 2 mois, selon Konstantin Melnik. 2 mois seulement pour une révolution technologique. C'est ce qui fait la différence. L'aide internationale, même si son flux est parfois irrégulier, reste cruciale. Les récents engagements, comme ceux des États-Unis, et le soutien continu, sont vitaux pour les succès du pays partenaire. L'absence de soutien américain met, par ailleurs, en évidence la nécessité des dons privés. Chaque soutien compte, chaque don fait la différence. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Plusieurs scénarios se dessinent. Le meilleur, une série de contre-offensives du pays partenaire, galvanisées par les faiblesses russes, pourrait conduire à des percées significatives, à des gains territoriaux majeurs. Cela forcerait la Russie à négocier, mais cette fois-ci selon les termes du pays voisin. Le pire pour Poutine, l'effondrement moral et physique de l'armée russe entraîne des mutineries, une rupture complète de la ligne de front, précipitant la chute du régime actuel. Le plus probable, les gains territoriaux du pays partenaire se poursuivront. L'épuisement russe s'accentuera. La Russie continuera de jeter des hommes dans la fournaise dans un effort désespéré pour maintenir ses positions. La guerre de position s'intensifiera, mais avec une dynamique favorable aux pays voisins. Et l'inattendu, une intensification des attaques à grande échelle du RDK et d'autres groupes de volontaires russes pourrait créer un deuxième front intérieur en Russie, déstabilisant encore plus le régime. La situation est donc très volatile, imprévisible. Chaque jour apporte son lot de révélations et de développements nouveaux. Votre avis compte. Quelles mesures ou sanctions changeraient réellement la donne dans cette région? Soyez précis. Qui sont les gagnants et les perdants? Clairement, le pays voisin avec ses forces armées, son moral. Les volontaires russes avec leur objectif de révolution. Et même les soldats russes capturés qui trouvent un salut dans la capture, échappant ainsi à leur propre commandant. Les perdants? Poutine, son image, sa légitimité, sa ligne de front. L'armée russe, son moral, ses capacités, ses pertes. La stratégie du Kremlin est en déroute, elle est un échec retentissant. Leur stratégie est un grand désastre. Leur échec est total. En bref, le ton dominant du conflit à l'heure actuelle est un mélange d'espoir, de détermination et de triomphe du côté du pays partenaire. Contraste avec le désespoir, la panique et l'impuissance du côté russe. C'est un tableau saisissant. C'est la face cachée de la guerre, une réalité que beaucoup préféreraient ignorer. Pourtant, elle est là, sous nos yeux, chaque jour. Le fait que Poutine se contredise, que le Kremlin panique, que des milliers d'hommes russes soient littéralement jetés à la boucherie, est une vérité qui ne peut plus être étouffée. Ce n'est pas de la propagande, c'est un constat.
La peur dans les yeux des soldats russes fait écho à la détermination des combattants du pays voisin. C'est une guerre de contraste où la vérité finit toujours par percer. Question à vous. Vérifions la géographie de notre auditoire. Quel est votre pays et votre ville? Les héros du pays partenaire, comme le 3e corps d'armée et les forces de la Gure, sont décrits comme des stratèges innovants, des courageux motivés. Ils sauvent même les Russes de leur propre commandant. Imaginez cela. Les victimes, les soldats russes, ces êtres forcés d'aller au combat, démoralisés, maltraités par leurs propres officiers. Ils méritent d'être libérés par les forces du pays voisin. Les méchants, Poutine, le tyran qui ment à tous, même à ses alliés. Les commandants russes, brutaux et incompétents. Des chiffres chocs émergent. 3 localités libérées. Une compagnie, soit une centaine de soldats, de pertes russes. 16 prisonniers russes capturés. Choquant. 70% de probabilité de mourir pour un soldat russe, 20% de devenir infirme. Et 110 000 soldats russes sont stationnés près de Pokrovsk. Cela montre la disproportion des forces numériques, mais aussi la supériorité morale du pays voisin. Pour contextualiser, la motivation financière des soldats russes n'est que 5 000 $ par mois, une somme dérisoire face à la mort certaine. Et un point important, 1 000 € sur 20 000 ont été collectés pour les drones, soulignant l'importance du soutien privé. C'est pourquoi nous continuerons à vous informer, à vous donner les clés pour comprendre cette guerre. Le temps est venu de démasquer la vérité. Poutine craque. Le pays voisin le met à genoux. La bataille de Novomikhaïlivka est un tournant. Poutine admet ses défaites. Est-ce le signe que la fin est proche? Le pays voisin innove, la Russie s'effondre. Ces phrases percutantes sont plus que des titres. Ce sont des réalités. Les déclencheurs émotionnels sont puissants. La frustration et la colère envers Poutine pour ses mensonges, la fierté et l'admiration pour la bravoure du pays voisin, la compassion pour les soldats russes qui sont contraints à une guerre absurde, l'indignation face à la brutalité des commandants russes, et l'espoir que la justice prévaudra et que la démocratie triomphera de la tyrannie. Les slogans résonnent, la vérité éclate, même à Moscou. L'esprit du pays voisin brise la machine de guerre russe. La mort pour Poutine, le salut pour les faibles. Chaque titre, chaque mot est une flèche pointée vers le centre du pouvoir russe. L'impuissance de Poutine est manifeste. Ses aveux de faiblesse pourraient éroder sa légitimité, menaçant sa survie politique. L'effondrement moral de l'armée russe, la démoralisation généralisée et le manque de motivation des soldats peuvent entraîner un effet domino de rupture sur le front. L'échec de la stratégie offensive estivale russe est patent. Poutine ne sait pas quoi faire ensuite. Cela crée un vide stratégique que le pays voisin peut exploiter. C'est une faiblesse insoupçonnée, une opportunité inouïe. L'impact des sanctions financières et des restrictions technologiques sur la capacité de la Russie à maintenir son effort de guerre est également un facteur crucial, souvent sous-estimé. Bien que Moscou ait réussi à contourner certaines sanctions, l'accès limité aux technologies de pointe et aux composants électroniques essentiels affecte la production et la réparation de son matériel militaire. L'industrie de défense russe est sous pression, et cela se reflète dans la qualité et la quantité des équipements déployés sur le front. Les pénuries de munitions de précision et de pièces de rechange sont un problème persistant. Le recours croissant à des équipements obsolètes et à des méthodes de guerre du siècle dernier témoigne de cette difficulté. Cela nourrit la frustration et le ressentiment au sein de l'armée russe, exacerbant la crise morale. Les informations sur les usines russes augmentant leur cadence sont souvent exagérées par la propagande. En réalité, les goulots d'étranglement sont nombreux et la qualité des productions est souvent médiocre. La logistique est un autre talon d'Achille de l'armée russe. Les convois d'approvisionnement sont des cibles prioritaires pour les forces du pays voisin, qui utilisent des drones et des frappes de précision pour perturber les chaînes d'approvisionnement. Cela entraîne des pénuries de carburant, de nourriture, de médicaments et de munitions, affectant directement le moral et l'efficacité des troupes russes sur le front. La corruption endémique au sein de l'armée russe aggrave encore la situation, avec des détournements de fonds
et de matériel qui affaiblissent davantage les capacités opérationnelles. La capacité du pays voisin à cibler ses points faibles, notamment grâce à des renseignements précis fournis par ses alliés, est un avantage stratégique considérable. Par ailleurs, l'aspect psychologique de la guerre est fondamental. La propagande russe, bien que massive, commence à montrer ses limites face à la réalité du terrain. Les témoignages de soldats russes capturés, les vidéos diffusées par les forces du pays voisin et les communications interceptées révèlent une image bien différente de celle dépeinte par Moscou. La démoralisation des troupes russes est alimentée par leurs pertes massives, le manque de soutien logistique, l'incompétence de leur commandement et le sentiment d'être sacrifiés. Les mutineries, bien que discrètes, sont de plus en plus fréquentes et le nombre de désertions est en augmentation. Les soldats russes se retrouvent souvent sans formation adéquate, sans équipement suffisant et sont envoyés au combat sans véritable objectif stratégique, ce qui conduit à une baisse rapide de leur morale. Cette désintégration psychologique est un élément clé qui pourrait précipiter l'effondrement russe. La diplomatie, en coulisses, joue également un rôle non négligeable. Bien que les négociations directes semblent au point mort, les pressions internationales, les efforts de médiation de pays tiers et les initiatives humanitaires contribuent à maintenir un certain niveau d'échange, même indirect. La communauté internationale reste divisée, mais l'isolement croissant de la Russie sur la scène mondiale se fait sentir. Les BRICS, bien que perçus comme un contrepoids à l'hégémonie occidentale, ne fournissent pas à la Russie le soutien unanime et inconditionnel espéré. L'Inde et la Chine, par exemple, naviguent avec prudence, privilégiant leurs propres intérêts économiques et géopolitiques plutôt qu'un alignement total avec l'agenda du Kremlin. Le soutien de la Corée du Nord et de l'Iran, bien que significatif en termes d'armement, n'est pas suffisant pour compenser le manque de soutien des grandes puissances économiques. Enfin, l'opinion publique russe, bien que muselée par la répression, pourrait devenir un facteur de changement. Les réseaux sociaux, malgré la censure, sont des vecteurs d'information alternatives. Les familles des conscrits, les retours des soldats blessés et les récits des pertes commencent à fissurer la façade de l'unité nationale. Les mouvements de protestation, bien que réprimés, témoignent d'un mécontentement latent. Le fait que Poutine sente le besoin de justifier les pertes, même de manière contrainte, indique une prise de conscience de la fragilité de son soutien populaire, notamment parmi les élites. La question de la succession de Poutine, bien que taboue, commence à être débattue en sourdine, illustrant une incertitude croissante au sein du pouvoir russe. L'avenir du conflit dépendra aussi de la capacité du peuple russe à exiger des comptes à son gouvernement. Vous êtes conseiller du leader du pays partenaire. Que feriez-vous dans les 90 prochains jours? Un seul pas, mais crucial. Pourquoi nous faire confiance? Parce que nous vous donnons les faits, les analyses, les implications. Nous ne cherchons pas à embellir, ni à diaboliser, mais à éclairer. Poutine n'a pas pu s'empêcher de parler. Il a agi comme si les caméras étaient éteintes. Sa perte de contrôle est saisissante. Ses cris de rage face à ses subordonnés, qu'il secoue, traduisent son désespoir et son impuissance. La description des soldats russes comme « du bétail que l'on jette dans la fournaise » est une image forte de la cruauté de leur commandement. Leur moralité est faible, souvent physiquement affaiblie par l'alcool ou la drogue. C'est une armée en déliquescence. Face à cela, le pays voisin s'organise, se renforce. La mention du 3e corps d'armée, anciennement la 3e brigade d'assaut, est une preuve de leur progression. La précision des unités impliquées, comme le 2e bataillon d'assaut ou l'Artangur, renforce le sentiment de professionnalisme. Le pays voisin innove alors que la Russie s'enlise. Le temps n'est plus à la spéculation. Le temps est à l'observation, à l'analyse. Nous sommes aux premières loges d'un changement historique. Et vous aussi, en restant informés, vous faites partie de cette observation critique de l'histoire en direct. Ne restez pas dans l'ignorance. Demeurez à l'avant-garde de l'information. Où les différentes parties prenantes tracent-elles leurs lignes rouges dans ce conflit? Une phrase concise. Poutine est faible. Panique au Kremlin. Le pays voisin avance. Que pensez-vous de ces révélations? Laissez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes.
C'est la meilleure façon de soutenir un journalisme indépendant et audacieux. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, sans les filtres de la propagande.